C'est parti pour une nouvelle session d'information sur votre chaîne, madame, monsieur, où que vous soyez. Bienvenue si vous nous rejoignez, mais des primes abord, voici les grandes lignes. Plénière aux couleurs du baptême de feu, jeudi dernier pour Jean-Claude Tshilombayi, le désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale. Au menu, calendrier de la session de septembre, prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et Ituri. Les élus nationaux n'ont plus du temps à perdre après près de 2 semaines de saga sur la pétition qui a évincé Vital Kamerhe. Nos envoyés spéciaux au Palais du Peuple nous en feront l'économie dans cette édition. Au sommaire également, désormais il est strictement interdit à tout établissement public ou privé de santé publique de refuser la prise en charge des urgences médicales vitales. Conséquence de la décision coulée dans l'arrêté interministériel signé par le ministre de la Santé publique, Roger Kamba. Vous suivrez les précisions dans ce journal. Voilà tout pour les titres encore une fois. Bienvenue où que vous soyez, comme annoncé en titre, sous la conduite du président intérimaire Isaac Jean-Claude Tshilombayi, les députés nationaux ont adopté à la majorité jeudi dernier le projet de travaux du calendrier de la session ordinaire du mois de septembre 2025 et le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces, à savoir Nord Kivu et Ituri. Suivez. Sous la conduite du président intérimaire, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi Moussaou, les députés nationaux ont adopté à la majorité ce jeudi 2 octobre 2025 le projet des travaux du calendrier de la session ordinaire de septembre 2025 et le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces, soit du Nord Kivu et du Sud Kivu. À l'ouverture, les speakers de la Chambre basse du Parlement a communiqué à la plénière la raison de l'ouverture retardée de la séance due à un échange social avec les agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale. S'agissant du projet du calendrier des travaux de la session budgétaire, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Tullier Sengekeli, a présenté devant la plénière ce tableau synthèse qui comporte des matières non législatives avec 3 arriérés et 5 nouvelles matières suivies de matières législatives portant 32 propositions et projets de loi ainsi que 12 nouvelles matières. Il a également expliqué le choix judicieux porté sur le matière. De la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Tour à tour, les interventions des élus nationaux sur ces tableaux synthèses législatifs et portées sur l'examen approfondi et l'intensification des travaux sur les matières qui seront traitées et envoyées en commission permanente, notamment celles liées à la commission politique, juridique et administrative. Ce calendrier a été adopté à la majorité écrasante. Après lecture de matières inscrites au calendrier, nous allons procéder de 2 manières. Premièrement, c'est l'adoption des arriérés législatifs en intégrant bien entendu l'idée que nous allons devoir intégrer des matières qui seront apportées ou qui rentreront dans nos critères. Et par la suite, nous allons adopter les matières nouvelles qui ont été ainsi exposées. Après vote nominal, les services ont comptabilisé de manière suivante les voix exprimées. 353 ont voté pour, 31 députés ont voté contre, aucune abstention sur 384 députés ayant pris part au vote. Ainsi dit, la loi est adoptée. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement où son président intérimaire Isaac Jean-Claude Tshilombayi a échangé avec les responsables des hôpitaux publics et privés de la RDC dont la clinique Ngaliema, les centres médicaux de Kinshasa SMK, le centre hospitalier Mankole et HJ Hospital, la redynamisation des différents partenariats et la prise en charge médicale des élus et des administrés étaient au menu des échanges. Regardez.
Préoccupé par la prise en charge médicale des députés nationaux ainsi que des agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale, le bureau de la Chambre basse du Parlement, par l'entremise de son président, Isaac Jean-Claude Tshilombayi, a échangé ce mercredi 1er octobre 2025 avec les responsables des hôpitaux publics et privés de la République démocratique du Congo, dont la clinique Ngaliema, le SAMCA, Centre médical de Kinshasa et HG Hospital. Les deux parties ont focalisé leurs échanges sur la redynamisation des différents partenariats afin de garantir une bonne prise en charge médicale des élus nationaux et des administratifs. Premier à prendre la parole, le médecin directeur de la clinique Ngaliema, Dr Congo Roger, qui a circonscrit la quintessence de cette rencontre. Nous avons été invités par le président. Il a voulu savoir comment est-ce que nous faisons pour prendre en charge les députés ainsi que leurs dépendants dans nos hôpitaux. Je pense que moi j'ai présenté la situation concernant la clinique Ngaliema, qu'un effort est fourni chaque jour pour que nous puissions réserver à nos députés aussi bien l'accueil et la prise en charge qu'il faudra chaque fois qu'ils ont sollicité notre institution. Et nous avons quelques problèmes aussi que nous devons régler. On a échangé avec le président. Il nous a promis que les choses vont changer aussi dans la prise en charge. Il est très réceptif. Il a beaucoup insisté pour que chaque fois qu'un député se présente ou ses dépendants dans nos hôpitaux, que la prise en charge se fasse bien et correctement. Nous rassurons peut-être les honorables députés que pour ce qui me concerne, moi, la clinique Ngaliema, nous allons continuer à fournir un effort pour que chaque fois qu'ils vont solliciter cette institution publique de l'État, qu'ils soient pris en charge et qu'ils sortent très satisfaits. De son côté, Piero Kitambala Kadifène, directeur administratif et financier au centre médical de Kinshasa, souligne que seuls les députés ainsi que leurs dépendants sont soignés à cette structure sanitaire, tout en saluant cette parfaite collaboration qui a toujours existé entre son institution médicale et le dépendant de l'Assemblée nationale. Tout ce que nous avions réclamé, l'Assemblée nationale a payé toute sa dette auprès du centre médical de Kinshasa. Concernant la prise en charge, je crois que nous avons noté une pleine satisfaction de l'honorable président et la satisfaction aussi des honorables députés par rapport à la prise en charge au centre médical de Kinshasa. Et raison pour laquelle le président et son bureau, ils nous ont demandé de continuer sur cette même lancée et que nous devons poursuivre la collaboration avec l'Assemblée nationale dans les mêmes conditions qu'autrefois. Bon, la seule nouveauté, c'est qu'on va créer des groupes WhatsApp pour essayer de fluidifier les circuits des honorables députés quand ils arrivent, ainsi que leurs dépendants, afin d'améliorer tant soit peu les conditions de prise en charge qui du reste sont déjà bonnes. Et de l'autre côté du Sénat, le président Jean-Michel Samaloukonde a présidé la plénière du jeudi 2 octobre dernier, consacrée à l'examen de 8 projets de loi, dont celle portant protection de femmes contre les violences et les discriminations liées au genre, ainsi que celle portant prorogation de l'état de siège dans l'est de la RDC, à savoir au Nord Kivu et Ituri, dont l'économie a été présentée à la Chambre des sages par le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila. La Chambre haute du Parlement a autorisé à cet effet la prorogation sollicitée par ce membre du gouvernement. Suivez cet élément de Jésus Chocha et JC Kabambi. Les autres projets de loi ont été renvoyés à leurs commissions correspondantes. C'est le cas de la loi sur l'ordre des léopards, transmise à la commission PAJ pour un traitement dans un délai de 5 jours. De même que le projet de loi modifiant la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui a été renvoyé à la commission ECOFIN avec un délai similaire pour son traitement. La majorité est pour. La proposition de loi du collègue Bahati, deuxième vice-président de la Chambre, est déclarée recevable. Et sur ce, le débat est clos.
Nous remercions bien sûr l'honorable Modeste Bahati Lukwebo pour son initiative et nous vous demandons de bien vouloir l'encourager avec vos acclamations. Il est important de souligner que la proposition de loi sur la protection des femmes, initiée par le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a constitué le cœur des débats en plénière. Satisfaction parce que comme vous le savez, rédiger une proposition de loi, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche, d'énergie, et surtout une proposition qui traite des questions des femmes et du personnel domestique. Il fallait qu'ils soient malmenés. À la fin de la plénière, une réaction n'a pas tardé. Il a parlé, c'est une loi vraiment qui va apporter beaucoup de choses en termes de protection des femmes, mais pas seulement des femmes. On a parlé des hommes battus lors de la plénière, des enfants, des employés de maison, des couples. Donc elle va apporter, elle va compléter, parce que beaucoup de sénateurs ont levé le fait que plusieurs lois existent déjà, mais celle-ci va être plus précise et accompagnée, et puis une structure va être créée pour accompagner ces victimes. Après un échange riche et constructif, le Sénat a déclaré recevable cette proposition de loi et l'a renvoyée à la commission mixte socio-culturelle, genre, famille et enfants pour un examen approfondi. Et pendant ces temps, comme je le disais dès l'entame de cette session d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, les docteurs Roger Kamba, a rendu public ce vendredi 3 octobre un arrêté ministériel interdisant tout établissement public ou privé de santé de refuser la prise en charge des urgences médicales vitales. Tout patient en situation critique doit recevoir le soin nécessaire sans délai, conformément à l'arrêté ministériel du 7 septembre 2025. De précision dans ce communiqué rendu par Moïse Makoro. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement à ses articles 16, 47 et 93, vu la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023, spécialement en ses articles D et 41, vit l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vit l'ordonnance numéro 24/002 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vit l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques des collaborations entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vit l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, de ministres délégués et des vice-ministres, considérant que la santé est un droit fondamental et que l'accès aux soins d'urgence médicale vitale conditionne la préservation de la vie humaine, considérant les pratiques constatées dans certains établissements des soins de santé consistant à refuser la prise en charge des malades en situation d'urgence vitale entraîne des décès équivalables, considérant la nécessité de mettre fin à ces pratiques contraires à la déontologie médicale, à l'éthique et aux obligations légales des prestataires des soins de santé. Elle est tenue de faire rapport aux instances compétentes à chaque fois que des besoins sur une autre mesure à prendre pour la bonne exécution du présent arrêté et de proposer les sanctions y relatives. Article 6.
Le secrétaire général à la santé publique et hygiène et l'inspecteur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 17 septembre 2025, le docteur Roger Kamba. Parlons à présent du service national où le centre de production agricole de Lovo, en territoire de Songololo, dans le Congo central, situé à 150 km de Kinshasa, a urgemment besoin d'irrigation pour arroser le sol touché par les microclimats, vu le manque de pluie dans cette zone, en vue de maximiser la production agricole pour la saison 2025-2026. Déclaration du lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, commandant du service national qui était en inspection sur place mercredi dernier. D'une pierre deux coups, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik en a profité pour visiter l'atelier de menuiserie ouvert par le service national à Kimpese, un vivier de production de meubles qui seront bientôt distribués aux écoles, universités et instituts supérieurs du Congo central. Témoin de l'événement, Amoro Sandemia, dans ce reportage rendu par Moïse Makoro. À perte de vue, plus de 500 hectares ornent le massif des Lovo. Nous sommes à la lisière des territoires des Songololo et Mpanzangungu dans les Congo central. C'est ici que le service national pose ses quartiers pour la production agricole, cheval de bataille de sa mission régalienne dans la reconversion professionnelle des délinquants juvéniles d'hier, reconvertis en bâtisseurs de la nation, une pure magie managériale signée le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik. En visite d'inspection dans ces viviers agricoles, les commandants du service national étaient émerveillés par la qualité du sol des Lovo, mais un seul hic, les microclimats qui s'y est créé assèchent les sols par le manque des pluies, d'où l'urgence de l'irrigation. Les sols, Lovo, le sol est formidable, il est bon. Mais le problème, c'est le climat. Il y a un microclimat qui s'est créé ici. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Nous avons vraiment un problème de pluie. Une terre arable et fertile pour un site très accessible à juste 30 km de la route nationale numéro 1, une aubaine pour l'évacuation de la production, mais et là, l'irrigation est plus qu'urgente, quoique coûteuse, l'on parle de millions de dollars. Pour avoir de très bons rendements, il faut l'irrigation. Or, l'irrigation, c'est plusieurs millions de dollars. L'accessibilité est facile, nous sommes à 30 km de la route nationale numéro 1. Donc si on produit ici rapidement, on peut amener à Kinshasa. En dessous de l'irrigation pour l'arrosement des prés des terres agricoles, les transports des engins à fort tonnage devant traverser près de 160 km posent des fils à retordre au service national, d'où l'impérieuse nécessite d'acquérir un nouveau bac de 100 tonnes pour assurer les transports des engins lourds en préalable de taille. Il faut aller chercher des terres là en Kundi, on est parti. C'est 160 km de la route nationale numéro 1, Matadi, pour aller en Kundi. Mais le grand problème qu'il y a aussi là-bas, il faut traverser le fleuve. Il n'y a pas de pont, il faut un bac. Et actuellement, il existe un petit bac d'une capacité de 15-20 tonnes. Mais tu vois cette machine ici ne peut pas traverser ces bacs-là. Donc, il faut réparer d'abord la route de Kimpese jusqu'à là-bas, 160 km. C'est le premier préalable. Et acheter un grand bac d'une capacité même de 100 tonnes, on met sur le fleuve, comme ça peut commencer à transporter les machines. À quelques encablures des Lovo, nous retrouvons la cité de Kimpese en territoire des Songololo, où est niché un atelier de menuiserie loti des temps de machines qui caressent les oreilles des habitants avec l'ingéniosité des bâtisseurs de la nation, autrefois Nikuluna, devenu très utile dans la société. Pour le service national, toutes les provinces du pays devront abriter des ateliers de menuiserie
en toile de fond la fabrication de bancs pupitres devant être distribués dans les écoles, instituts supérieurs et universités du pays de Lumumba. Sécurité dans ce journal. Après une mission d'inspection et des commandements à Kisangani, le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, le lieutenant général Chaligonza Ndouroujak, a regagné Kinshasa, la capitale, au cours de son séjour de 5 jours dans cette contrée du pays. Le numéro 1 des FARDC a présidé plusieurs réunions de commandement avec les grandes unités avec pour objectif donner des orientations claires et faire des remarques en vue d'améliorer les fonctionnements des services au sein du pays. Suivez cet élément. Au terme de sa mission d'inspection et des commandements de 5 jours, entamé le 25 septembre 2025 à Kisangani, le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements a regagné Kinshasa le mardi 30 septembre 2025. Le lieutenant général Chalingonza Ndouroujak a mis son séjour à profit pour visiter toutes les unités de la garnison de Kisangani ainsi que celles en transit. Au cours de ces visites, le chef d'état-major général adjoint a présidé plusieurs réunions des commandements avec les grandes unités. Ces rencontres ont été l'occasion de donner des orientations et de formuler des remarques en vue d'améliorer les fonctionnements des services. À son retour, le lieutenant général Chalingonza Jacques a reçu les honneurs militaires d'un détachement de la police militaire. Un dernier salut accompagné d'une poignée de main échangée avec les officiers présents à l'aéroport est venu sceller son départ. En Ituri, la lutte contre le VIH-Sida se renforce avec l'implication directe de l'administration militaire, conformément aux directives venues de la présidence de la République par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Une réunion stratégique s'est tenue à Bunia, réunissant les responsables du programme de coordination multisectoriel, des partenaires de santé autour de l'autorité provinciale, les gouverneurs militaires des l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya. Suivez cet élément. Cette mobilisation contre les VIH-Sida fait suite aux recommandations de la présidence de la République démocratique du Congo. Autour du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashamadjoni, le programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida a présenté l'état d'avancement des actions sur terrain. Depuis 20 ans que nous sommes installés à Ituri, là c'est la deuxième grande réunion pendant la période de l'état de siège avec son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, qui a accepté d'organiser ces différentes réunions pour rassembler tous les techniciens qui sont dans la lutte contre le VIH-Sida, y compris les chefs de division qui remplacent le ministre sectoriel parce que nous sommes pendant l'état de siège, pour penser ensemble comment est-ce qu'on peut organiser la lutte contre le VIH-Sida. Pour les coordonnateurs provinciaux du programme, la volonté politique est claire, endiguer la propagation du VIH-Sida, renforcer les dépistages volontaires et améliorer la prise en charge des personnes vivant avec ces virus. Ce qui est à craindre, la province de l'Ituri est divisée à 2 secteurs. Il y a le secteur à forte prévalence, il y a le secteur à faible prévalence. Malheureusement, les conflits armés ont touché le secteur à faible prévalence pour déplacer les gens de ces secteurs vers les régions à forte prévalence, comme la ville de Bunia, la cité de Iga Barrière, Lopa, Ngwalu. Les gens se déplacent là où la prévalence est élevée. Et c'est ça un problème qui est inquiétant. Nous faisons un appel à tout le monde que les problèmes de la paix doivent nous intéresser tous. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les tueries des hommes armés. Mais demain, ça sera les tueries par le VIH. Des plaidoyers ont été faits lors de cette rencontre. Une riposte multisectorielle, inclusive et durable saute en cours dans cette province pour faire face à ces fléaux. L'administration militaire de l'Ituri donne une priorité au secteur sanitaire. D'un chapitre à l'autre, le directeur général adjoint et le président du Conseil
d'administration du Centre d'expertise, d'évaluation et des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC, ont procédé ce vendredi 3 octobre à la clôture de formation officielle des agents et cadres. L'objectif était de renforcer la capacité de ces derniers. Détails dans ce reportage signé par Yassema Fungara. Après plus de 10 jours de formation intense des agents et cadres du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC. Ce vendredi 3 octobre 2023, Freddy Mwambakaniku, directeur général du CEC, Godel Kinyoka, directeur général adjoint, et le PCA Dev Kalemba Kachama, tous soucieux de renforcer les capacités de ces personnels pour un travail de qualité hors pair, ont officiellement procédé à la clôture de cette formation. Le discours se sont suivis tour à tour. Un mémorandum a été lu par Madame Jordika Chiswaka Mujinga, représentante des récipiendaires. Cette formation a été en réalité une véritable invitation adressée aux cadres et agents du CEEC à la table du savoir, un rendez-vous du donner et du recevoir, une occasion d'actualiser nos connaissances sur les fondamentaux de notre travail. Ça permet d'identifier et réduire les risques liés aux violations des droits humains, aux pires formes de travail des enfants ou au financement des groupes armés. Il contribue à la paix et à la stabilité au niveau national. Je voulais clôturer que ces initiatives dont former les agents permet de créer une expertise locale, pas seulement locale, mais durable. Je vis la jeunesse défiler ici et ça donne l'espoir. Prenant la parole devant les bénéficiaires de cette formation, l'incontournable directeur général du CEC Freddy Mwambakaniku a encouragé les récipiendaires de pouvoir mettre minutieusement en pratique tout ce qu'ils ont réussi à emmagasiner pendant la formation professionnelle qu'ils ont bénéficié pour l'intérêt et les bons fonctionnements du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification CEC. Permettez-moi, en cette circonstance solennelle, de rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement indéfectible en faveur de la paix, de la stabilité et la cohésion nationale. Ces prochaines étapes renforceront davantage notre expertise interne, tout en consolidant notre position en tant qu'autorité de certification. Et comme nous croyons à la force du collectif, cette initiative ne s'arrêtera pas là. Elle sera progressivement étendue à l'ensemble du personnel du CEC, y compris au niveau de nos entités provinciales, ainsi qu'à nos représentations extérieures. Les modules sur l'analyse statistique des filières encadrées par le CEC pour produire des rapports fiables, orientés des politiques internes et appuyer les missions de contrôle. Enfin, l'utilisation de l'application ITRAS pour permettre le suivi des activités techniques sur l'ensemble des entités du CEC. Et l'échantillonnage, prise en charge analytique au laboratoire, bureau de traçabilité, appuyement au point de sortie. À son tour, le président du conseil d'administration, Dev Kalemba, a exprimé sa satisfaction pour cette formation qu'ont bénéficié les agents et cadres de cette institution. Soyez assurés que le conseil d'administration restera pleinement mobilisé et attentif pour accompagner toutes les initiatives de la direction générale qui visent à renforcer les capacités, améliorer la gouvernance et consolider la crédibilité du CEC, autorité de certification sur le plan national et international. Sur ces, je déclare pour les travaux de la formation. Déterminé à rendre plus moderne et plus professionnel, le comité de gestion du Centre d'expertise d'évaluation des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC, a procédé à la remise de brevets aux récipiendaires de cette formation de haut niveau, question de leur encourager. Madame, Monsieur, comprenez ensemble avec moi que c'est par cet élément que nous mettons un point final à cette session d'information. Mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, avant de nous dire ciao, je vous rappelle les principaux titres. Plénière aux couleurs du baptême de feu jeudi dernier par
pour Jean-Claude Chilumbayi, le désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale. Au menu, calendrier de la session de septembre, prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et Ituri. Les élus nationaux n'ont plus de temps à perdre après près de 2 semaines de saga sur la pétition qui a évincé Vital Caméré. Nos envoyés spéciaux au Palais du Peuple venaient de nous faire l'économie dans ce journal. Nous avions également parlé de cette actualité en santé. Désormais, il est strictement interdit à tout établissement public ou privé de santé publique de refuser la prise en charge des urgences médicales vitales. Conséquence de la décision coulée dans l'arrêté interministériel signé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba. Nous en avons parlé dans cette édition. Ainsi s'achève cette session d'information. Madame, si vous étiez nombreux à nous suivre, merci de votre fidélité. Merci également à la grande équipe technique que je vois. Amoro Sandemia, Patti Salé, supervisé par Dieudonné Massounda, sans oublier Moïse Makoro dans l'édition. Quant à moi, je vous laisse, mais restez-nous fidèles car l'information reste en continu sur la 10e rue télévision. Bon début de week-end à vous. Au revoir.